discuter avec Éric Zemmour. Bienvenue sur, entre autres, la mise en examen de Nicolas Sarkozy ou les débordements lors de la manifestation anti-mariage, mais surtout ce livre, Patrick Cohen. Oui, Éric Zemmour, dont on peut relire une année de chronique matinale sur RTL. C'est l'année 2012. Ça s'appelle Le bûcher des vanités 2 chez Albin Michel. Les vaniteux sont les hommes politiques. Ils sont vaniteux, ils sont parfois agressifs. N'êtes-vous pas frappé, Éric Zemmour, par la violence de la séquence politique de ces derniers jours? Un juge accusé de déshonorer la justice, c'est Henri Guénaud. Moscovici traité de salopard, c'est Jean-Luc Mélenchon. Des opposants qui accusent le pouvoir d'avoir tiré sur des enfants, ça c'est Laurent Wauquiez. Pourquoi tout d'un coup on bascule comme ça dans un langage de guerre civile? Mais on ne bascule pas. La politique, c'est violent. La politique, c'est l'expression de la réalité normalement. Je dirais l'inverse. C'est parce que depuis des années, la politique a refusé, par conformisme, par consensualisme, elle a refusé de voir la réalité et la brutalité et la violence de la réalité qui montait, qu'elle est complètement abandonnée par beaucoup de gens. Et mais donc, la violence, là, elle est sociale. D'abord, c'est 3 à 4 millions de chômeurs. On aura les chiffres de février demain soir, avant d'être politique. Elle est tout, la violence. Elle est sociale, vous avez raison. Elle est, comment je dirais, culturelle. Pour des millions de gens, le mariage homosexuel, c'est une violence à l'image de la société, du monde, du couple, de la famille. Elle est, comment dire, issue de la délinquance. Quand il y a 20 types qui attaquent le RER comme une diligence, c'est de la violence, ça. Et la violence, cette violence de la réalité, elle n'est pas prise en compte par les médias, elle n'est pas prise en compte par les politiques. Donc je dis, moi, ce n'est pas étonnant s'il y a effectivement, vous avez raison, cette violence verbale, parce que malgré eux, les élites politiques, médiatiques, etc., sont poussées par la réalité et par cette violence. Ils reflètent en quelque sorte les crispations de la société. Avec beaucoup de retard. Oui, mais en même temps, on peut penser qu'ils se les considèrent aux yeux d'une partie de l'opinion en adoptant des postures ou des déclarations outrancières. Eh ben moi je crois pas. Vous croyez Mais pas? ils sont censés donner l'exemple, Éric. Mais donner l'exemple de quoi? De l'irréalisme? De l'ignorance de la réalité? Oui, c'est l'exemple qu'ils ont donné depuis 20 ans, vous avez raison. Je ne dis pas qu'ils ont raison, surtout vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire par là que moi, je ne m'étonne pas qu'il y ait cette violence. Si vous m'avez lu, vous savez que je pense que ça va être de pire en pire, que la situation va empirer. Et donc il ne faut pas vous étonner que les politiques deviennent de plus en plus violents dans leurs mots. Parce que c'est le moyen pour eux, et je pense que ça ne suffira pas, d'arrêter la violence qui monte, la vraie. Il y a une force politique dont on n'a pas noté de déclaration violente ces derniers jours, c'est le Front National. Ils n'ont pas besoin. Et qui ramasse la mise, le FN, qui a bien failli avoir un député hier soir dans l'Oise, 768 voix d'écart, on l'a dit tout à l'heure, avec Jean-François Mancel. Avec une candidate inconnue. Avec une candidate inconnue. Avec un Mancel qui est implanté depuis 30 ans. Oui, et qui a quelques casseroles. Ah oui, bien sûr. Et des électeurs socialistes qui, pour une part, sans doute, on le voit dans quelques quartiers, ont préféré voter Front National. Enfin, 70% d'abstention, c'est quand même énorme. Oui, mais une candidate Front National qui gagne 6000 voix d'un tour à l'autre. Et puis surtout, on peut vous renvoyer l'argument. D'habitude, l'abstention qui touche beaucoup plus les classes populaires est préjudiciable au Front National parce que ce sont les classes populaires qui votent pour le Front National. Donc en fait, votre argument, il se retourne. Elle a fait ça malgré la forte abstention. Et elle a gagné beaucoup de voix. Bien sûr. Donc, le Front National, quand même, qui peut se frotter les mains et espérer profiter de cette crise actuelle, à votre avis, Éric Zemmour? C'est pas, si vous voulez, je vous ai dit tout à l'heure, on est dans une situation de plus en plus violente, pour toutes les raisons que je vous ai données. Il y a 2 grands partis qui ont montré qu'ils faisaient en gros la même politique depuis 20 ans. Et qui, en plus, échouent. Parce qu'après tout, s'ils faisaient la même politique et qu'ils réussissaient, ça serait formidable. Après tout, le général de Gaulle faisait aussi une politique vaguement social-démocrate, vous voyez, hein, et donc c'était très bien, de redistribution sociale, beaucoup plus que vous ne croyez. Non, je le crois. Non, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez, c'est la tradition française, c'est le consensus français. Exactement. Qui fait que... Donc là, en plus, ils échouent. Il y a une extrême gauche qui a disparu en vérité de la politique. C'est pour ça que Mélenchon, vous parliez des violences de Mélenchon, c'est pour ça que Mélenchon hausse le ton. Parce qu'en vérité, l'extrême gauche, le Parti communiste, les trotskistes, tout ça a disparu. Mélenchon n'a pas de voix ouvrière.
Il faut le rappeler. Mélenchon a un vote socialiste qui s'est un peu radicalisé. Il a mais moins c'est de tout. voix ouvrières que Non, le j'ai Front les chiffres. National. 12% à la présidentielle. Ouais. 12% des ouvriers ont voté Mélenchon. Ouais. 30% ont voté Marine Le Pen. Oui, il y a un monde. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc c'est non. Mélenchon, il a un électorat qui est l'électorat socialiste qui ne veut plus de la soumission des socialistes à Maastricht et à l'Europe. Voilà. Donc, on a un paysage politique qui est complètement éclaté. Donc évidemment que le Front National devient le parti d'opposition. Et en plus qu'il a un électorat de plus en plus populaire et qu'il a un électorat jeune. Parce que contrairement à ce que nous disent tous les experts, le populisme, comme on nous dit, n'est pas le produit du vieillissement de la population. Les vieux votent pour les partis traditionnels. Ce sont les jeunes pauvres qui votent pour le Front National. Vous voyez, on a un paysage complètement nouveau. Et tout ça, ça vient après la victoire en Italie. De Beppe Grillo. Exactement. Et la campagne, vous avez vu, elle s'est faite contre l'euro, contre l'Allemagne, contre la mondialisation. Ça fait beaucoup. Et contre la corruption. Et contre les élites, ce que j'allais vous dire. Contre les élites et contre la corruption. Exactement. Vous dites François Hollande et Jean-Marc Ayrault, l'exécutif socialiste a échoué. Est-ce que le constat n'est pas un peu précoce tout de même? L'opinion est très sévère, évidemment, on le voit dans les sondages. Les courbes de popularité de l'exécutif, record à la baisse après 10 mois de pouvoir pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault. 10 mois, hein, quand même. pas grand-chose. 10 mois, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu compliqué de demander à ce gouvernement-là d'avoir fait en 10 mois ce que la droite n'a pas fait en 10 ans, puisque vous dites que vous faites aussi le constat d'échec pour la droite, 10 ans au pouvoir, Ah non, mais Chirac moi, je puis dis Sarkozy. je dis pas ils ont échoué. Je dis ils font quasiment la même politique Oui. que la droite. Donc, C'est pas la même chose. Donc ça doit conduire le pays à l'échec. Non, non. Je dis que pour l'instant, cette politique, depuis 20 ans, en gros, en fait, c'est une politique, vous savez, c'est le fameux mot de Philippe Séguin que j'aimais beaucoup. La droite et la gauche sont devenus des détaillants avec un seul grossiste, Bruxelles. C'est ça, depuis 20 ans, c'est ça. Donc, les détaillants, pour l'instant, ont échoué. Ils auraient pu réussir. Ça serait la même chose, ils seraient quand même des détaillants du même grossiste. Mais au moins, ils réussiraient. Mais en plus, pour l'instant, ils échouent. Vous avez vu en Italie, Mario Monti, que tous les médias internationaux et français avaient porté au nu, a pris la raclée de sa vie. J'ai pas inventé ça, j'ai Oui, pas mais rêvé. la comparaison italienne n'est pas... Ah, la tout à comparaison fait. italienne est très intéressante. Parce que... On sort de Berlusconi en Italie. Oui, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, en Italie, vous avez raison, la seule différence, c'est qu'ils sont restés à la 4ème République. C'est-à-dire que c'est les partis qui font la loi. Nous, on a, comme, merci le général de Gaulle, la gauche peut bénir le général de Gaulle qu'elle a tant condamné et vilipendé, parce que c'est grâce au général de Gaulle, aux institutions qu'il a léguées, qu'ils tiennent encore. Sinon, ils auraient sauté depuis longtemps. Alors, événement attendu cette semaine, l'intervention de François Hollande jeudi à la télévision face à David Pujadas. Il a une carte importante à jouer ou vous considérez déjà que la parole présidentielle n'a plus beaucoup d'importance C'est vraiment un contexte un des plus compliqués pour un président de la République, voire le plus. Le problème, c'est que c'est pas le problème. Il parlera très bien. Il dira, c'est la dernière fois face aux journalistes, c'était très bien. Oui, ça n'allait surtout plus aux journalistes. Mais merci, bon, on est d'accord ça là-dessus. n'avait pas beaucoup imprimé dans l'opinion non plus. Ça continuera. Ah ben non, la différence c'est qu'entre une conférence de presse retransmise sur des chaînes info en plein milieu de l'après-midi et une intervention dont on pourra mesurer dès le lendemain matin si elle a été suivie ou non, s'il y a 8, 9, 10 millions de Français qui vont la suivre. Peu importe. Il n'a rien à dire. Il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire. Mais je vais vous dire pourquoi il ne peut rien dire. Il va dire des choses sûrement sensées. C'est un homme intelligent et qui sait très bien, qui va très bien intervenir. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'a rien à dire sur le fond. Parce que, à partir du moment où il a accepté et l'euro, et les contraintes économiques de l'Europe, et les contraintes juridiques internationales, etc., à partir du moment où il est dans une nasse, il est dans une nasse, il ne peut, vous avez remarqué, il avait dit pendant sa campagne, je renégocierai le traité budgétaire européen, il s'est couché, c'était écrit, il ne pouvait faire que ça puisqu'il ne veut pas remettre en cause les présupposés européens, l'euro, etc. Donc comme Sarkozy, il fera quasiment la même politique que Sarkozy, avec des détails différents. Mais le résultat sera Éric le même. Zemmour le prenait pas mal, mais la musique Je que vous en vous faites prie. entendre, UMP, PS, la même chose. Je sais, vous allez me dire, c'est le Front National. C'est quand même le Mais discours. c'est pas grave, je dis ça depuis des années. Donc c'est le Front National qui est... Non, mais Philippe Séguin disait ça. Sur votre position. Philippe Séguin disait ça. Exactement la même chose. Philippe Séguin avait dit, lors du référendum sur Maastricht, vous verrez, ça sera la revanche de 1700 sur 1789.
Donc c'est normal. Vous avez vu quand même que depuis quelques semaines, Bruxelles s'affole. C'est-à-dire on voit bien la méthode employée à Chypre est complètement folle. Donc si vous voulez, moi j'essaye d'analyser selon mes grilles de lecture depuis des années. Que vous À droite, qui incarne l'opposition? Nicolas Sarkozy, c'est Vous le voyez une revenir, carte vous, Éric Zemmour importante. Moi je pense qu'il ne reviendra qu'à une seule condition. S'il accepte, je pense qu'il ne l'acceptera pas, d'être le Orban français. Alors, Viktor Orban, c'est le leader hongrois qui mène une politique très autoritaire. Très autoritaire. Il a gagné les élections. Très autoritaire. Ça vous a pas échappé. Très autoritaire. Non, mais il révise la Constitution même à pas tour tout à de fait bras le tout le temps, contexte, etc. Est-ce qu'il a gagné les élections? Oui, il a gagné les élections. Est-ce qu'il a eu, il peut réformer la Constitution parce que justement, il a la majorité des 2/3, ce que n'a pas François Hollande. Voilà. Bon. Et il est très Sceptique. très eurosceptique. Disons C'est qu'il même un essaye. terme plus fort qu'eurosceptique. Non, moi Très pour moi il n'est europhobe. pas. Moi je vais vous dire il n'est pas europhobe. Ouais. Pour moi il essaye de retrouver des pans de souveraineté que les autres pays ont abandonnés à l'Europe. C'est un choix que les électeurs hongrois ont fait. Éric Zemmour, incurable pessimiste sur l'évolution de la société française. Pessimiste Oui. ou De assumé? plus en plus. D'accord. D'habitude, quand on dit aux, aux auteurs ou aux commentateurs, Mais vous Éric êtes des Zemmour... pessimistes, je dis, non, je suis moi, je un suis- optimiste. Non, vous êtes je pessimiste. suis- Vous, résolument je suis- pessimiste. C'est ce que vous dites à vos Je enfants. suis même aux Éric. limites du désespoir. Ah oui, à ce point-là. Oui, à ce point-là. Bon. C'est ce que vous dites à vos enfants. C'est ce que je dis à mes enfants. Bon. Et comment vous voulez qu'ils grandissent avec un petit peu d'espoir? Parce que ils ont l'espoir de la jeunesse. Donc ça c'est en eux. Moi j'essaye de leur inculquer la lucidité et de les débarbouiller du bourrage de crâne médiatique et scolaire qu'ils subissent. Vous leur dites pas de quitter la France? Alors, jamais de la vie. Bon. Éric Zemmour, en livre, Le Bûcher des Vanités 2 chez Albin Michel, en radio 2 fois par semaine, le matin sur RTL, en hebdo dans le Figaro Magazine, Il y a du boulot. en télé dans Zemmour et Nolo sur Paris c'est vrai, j'ai du Première, boulot. le vendredi et sur M6 le dimanche, j'ai rien oublié. Ah mais c'est la même émission. Oui, c'est la même émission. Et un record hier soir, d'ailleurs. bien sûr. Un joli petit record pour vous d'ailleurs hier soir pour Zemmour et Nolo sur M6. Oui. Oui, Voilà, ça a bien on marché. suit Eric, écoutez. Merci beaucoup Patrick, merci Eric. Et dans un instant, William Lémergie, Marcel Pagnol. Un point en cuisine avant.